Salut Pissom. Il était temps que je revienne avec un Alsacien méconnu. Mes dernières vidéos sur ce thème remontent à près de 3 ans. Jusque-là, je n'avais parlé que de militaires alsaciens. Mais comme il n'y a pas que des soldats en Alsace, il était grand temps que l'on parle d'un autre métier. Du coup, si on parlait d'un écrivain, je vous propose de vous intéresser à un homme de lettres dont la vie a commencé à la fin du 19e siècle. Témoin de l'histoire et de l'autodestruction de l'Europe qui a caractérisé le début du 20e siècle, du déclin de l'Europe et en même temps très attaché à sa terre natale alsacienne, marqué par une forte expérience de la vie, sa philosophie s'est forgée dans son vécu de vagabond qui courait après sa vie rêvée, mais qui se faisait toujours attraper par une vie réelle, froide de réalisme. Sa vie, il a réussi à la traduire par des mots au travers de ses écrits. It wäre ich, Oskar Wörle. Il est né le 26 janvier 1890 à Saint-Louis, dans une Alsace alors intégrée au Reich allemand depuis près de 20 ans. Fils aîné du cordonnier Theodor Wörle, un Allemand originaire du sud de la Forêt-Noire, et d'une Alsacienne, Thérèse Naas. Durant son enfance, il adorait faire les 400 coups, ce à quoi son père lui réservait 400 coups en retour. Mais des vrais coups, à ne plus pouvoir s'asseoir. Ce qui n'a pas calmé le jeune Oskar, bien au contraire. Ça a aiguisé son esprit rebelle. Promis à la profession d'instituteur, c'est à l'âge de 15 ans qu'il est inscrit à l'école normale de Colmar. Sauf que, rebelle dans l'âme, il se mit rapidement en bisbille avec ses professeurs et ses éducateurs. 2 ans plus tard, il fuit l'institution. Il retourna d'abord à Saint-Louis, mais son père le ramena à Colmar. À sa deuxième tentative, il fut bien décidé à ne plus y retourner. Il prend alors la décision de faire sa vie ailleurs. Mais où ? Il pense d'abord à la marine impériale, mais finit finalement par accepter un poste de valet de pension. Sauf que cette situation ne lui plaît pas, et il part sur les routes en direction de Paris via Belfort. Autant dire que niveau expérience dans la vie, il n'a pas coché le mode facile, mais plutôt le mode très difficile. Il vécut au jour le jour sur le chemin le menant à Paris, vivant de mendicité, de la solidarité locale et de son talent de violoniste avant d'arriver à Paris où il fut fabricant de cendriers et violoniste dans un orchestre avant de tomber dans la mendicité et de finalement devoir mettre les bouts et quitter la capitale française en direction de la Riviera. Après quelques péripéties, il arriva à Nice où il devint entre autres, gigolo durant 1 semaine avant de franchir la frontière et passa en Italie où il vécut plusieurs semaines à Rome avant de se lasser et de continuer à descendre le long de la botte italienne. Une fois arrivé à Benevento, et alors que son objectif était alors d'aller en Grèce, il se fit arrêter pour tapage et jeté en prison. Ce n'est qu'après plusieurs jours derrière les barreaux qu'il fut renvoyé dans le nord de l'Italie, à Milan. Une fois sur place, il descendit sur Gênes et se fit embaucher comme soutier sur un vapeur d'une compagnie maritime italienne. Le vapeur fit le tour de la Méditerranée et fit notamment escale à Haïfa, en Palestine, où il tenta de quitter le navire, mais se fit rattraper et ce n'est qu'à l'escale de Marseille qu'il réussit à fuir le navire. Quelque temps plus tard, on le retrouva à Lyon, où il s'engagea dans la Légion étrangère. Le plan était apparemment de profiter de la vie de soldat et de filer dès que le moment d'embarquer arriverait, ce qui ne devait pas arriver avant une bonne dizaine de jours. Sauf que, pas de bol, dès le lendemain, il fut envoyé à Marseille, sans possibilité de filer en douce et embarqua pour l'Algérie. C'est durant cette période, qui s'étala de 1909 à 1911, que Wörle fut confronté à la discipline militaire. Et ceux qui connaissent la Légion étrangère, au moins de réputation, vous savez que son niveau de difficulté est très élevé. Affecté au 2e régiment de la Légion, basé à Saïda, en Algérie, il fut envoyé à Biskra et il sera en poste à Fort-l'Allemand où il fit l'expérience des combats. Et c'est une expérience qu'il ne va pas du tout apprécier. Cette expérience dans la Légion étrangère le marqua profondément. Au combat, sa compagnie, qui comptait 53 hommes, en perdit 26, soit pratiquement la moitié des effectifs. De retour à Biskra, il contracta le typhus. Un médecin d'origine alsacienne l'enverra en convalescence à Marseille, où il se rétablit, mais dès qu'on lui annonça qu'il allait repartir en Algérie, il prend la décision de faire le mur et rejoint l'Italie, où il fait sa demande de rapatriement en Allemagne. Il se retrouva alors dans un train traversant la Suisse entassé avec d'autres ressortissants allemands dans un wagon qui ne disposait d'aucun confort moderne. Il finit par arriver à Saint-Louis et à retrouver la maison familiale où ses parents le croyaient tout simplement décédé. Mais les retrouvailles, c'est bien sympa.
Maintenant, il va bien falloir gagner sa vie. Et c'est pour ça qu'il se retrouve à travailler dans une usine chimique à Bâle, profitant de son temps libre pour fréquenter les cercles littéraires suisses de Bâle et de Zurich. En 1911 vient le temps de son service militaire dans l'armée allemande. Il est alors envoyé dans un régiment d'artillerie basé à Strasbourg. Il n'y resta qu'une seule année, ayant apparemment un peu de mal avec la discipline militaire. Étonnant. C'est également cette année qu'il prit contact avec la rédaction de la revue Das literarische Elsass, qui publia quelques-uns de ses poèmes au mois d'octobre 1911. Se liant également d'amitié avec l'écrivain Friedrich Lienhardt, une des têtes de proue du mouvement littéraire Alsace, que j'avais rapidement évoqué dans cette vidéo. N'hésitez pas à la regarder si vous voulez en savoir un peu plus. Friedrich Lienhardt le recommande à la revue Die Lese, où Oskar Wörle fut embauché en 1912. Il proposa alors à la rédaction la publication de son premier roman, Der Baldamus und seine Streiche, qui est publié par la revue en 1913. C'est un succès littéraire. Wörle reçoit de nombreuses lettres enthousiastes, comme celle de l'écrivaine et poétesse alsacienne Lina Ritter, et également du célèbre écrivain de l'époque, Karl Henkel. Cependant, le succès du livre n'est pas synonyme de fortune pour le jeune Wörle, qui avait à l'origine conclu un contrat minimal avec la rédaction de Die Lese, et il demanda une réévaluation à la hausse de ses dividendes du fait du succès de son œuvre. En 1914, il se maria avec Julie Schrader, qui l'accompagna durant toute sa vie. À partir de là, les auteurs ne sont pas d'accord avec ce qu'il s'est passé. D'après la version d'Iris Gropp, Oskar Wörle, après avoir suivi la délocalisation du journal à Stuttgart, aurait démissionné de son poste et quitté le journal le 30 juin 1914, avant de devoir rejoindre l'armée lors du déclenchement de la Première Guerre mondiale quelques semaines plus tard. D'après la version de Guillaume Platt, Oskar Wörle aurait suivi le déménagement de la rédaction du journal à Stuttgart et aurait même pris la place de directeur de la rédaction suite à la mobilisation du directeur de la rédaction officielle au début de la guerre. Sauf qu'en tant qu'Alsacien, et à mon avis aussi parce qu'il a été dans la Légion étrangère, il fut déclaré suspect d'espionnage et emprisonné. Il s'évada et se rendit à Strasbourg pour se porter volontaire dans son ancien régiment d'artillerie. Seul moyen apparemment d'éviter d'être emprisonné. Toujours est-il qu'il se retrouve dans les combats durant 1 an et demi et y fit l'expérience de la guerre moderne. So nimmt sich der Krieg in der Nähe aus, nackt und nüchtern, nicht poesievoll, hinreißend, wie man ihn in den Schullesenbüchern beschrieben findet. Was ich hier sehe, sind keine frohen Gesichter. Frierende Menschen, frierende Pferde, Gestalten, denen der Jammer aus jeder Bewegung abzulesen ist. Début 1915, il se retrouva affecté sur le front russe et, du fait de son expérience dans le journalisme, fut affecté à la rédaction du journal de la 10e Armée, basé à Vilnius, l'actuelle capitale de la Lituanie. Pour expliquer un peu le contexte, depuis 1915 et la bataille de Varsovie, où les armées allemandes et austro-hongroises ont écrasé les troupes russes, l'armée russe a dû évacuer la Pologne, la Lituanie et la Courlande, ne se stabilisant que sur un front allant de Riga au nord à Tchernowitz au sud, laissant une grosse portion de territoire aux mains des puissances centrales. Ces territoires furent alors administrés par l'armée allemande qui les regroupèrent en un ensemble appelé Oberbefehlshaber der gesamten deutschen Streitkräfte im Osten, qui fut abrégé en Oberost, ce qui est bien plus simple pour tout le monde. Cet ensemble territorial n'avait pour point commun que d'être administré d'en haut parce qu'il n'avait aucune cohérence culturelle, politique, géographique ou linguistique. Revenons à Oskar Wörle. À Vilnius, il devient le rédacteur en chef du journal de la 10e Armée sous les ordres du lieutenant Hans Urbach, lui-même directeur de la publication du journal. Wörle put d'ailleurs souvent compter sur son soutien. Il profita de cette affectation pour publier 2 nouveaux livres, As ein Soldat in Reihe und Gleit, publié en 1915, et puis surtout Das Bumserbuch en 1916, livre qui est considéré comme son 2e chef-d'œuvre, où il partage son expérience de soldat, sa critique de la guerre et son antimilitarisme. Notre cher Wörle se prit de passion pour la Lituanie, allant même jusqu'à en apprendre la langue, et s'attacha à faire du journal destiné aux soldats un outil pédagogique leur permettant de se familiariser avec le pays occupé. Il se renseigna sur la Lituanie à travers des spécialistes comme l'orientaliste Georg Heinrich Ferdinand Nesselmann, le géographe Józef Parch, le prêtre prusso-lituanien Vilnius Gegaletis et le professeur prusso-lituanien Vilius Storostas Vidiūnas. C'est également dans le cadre de son affectation à
à Vilnius qu'il fit la rencontre de Paul Fechter, rédacteur en chef du journal Wilnaer Zeitung, autre journal allemand dont le siège se trouvait à Vilnius, mais aussi Petras Klimas, un diplomate lituanien. En 1916, il aida Klimas à publier Russisch Litanen, statistisch-ethnographische Betrachtungen, un livre destiné au milieu allemand favorable à l'indépendance de la Lituanie, au travers de la maison d'édition ouverte par son épouse à Stuttgart, la Schrader Verlag. Suite à la révolution russe et à la conférence qui eut lieu à Vilnius en septembre 1917, fut institué un Conseil de Lituanie, assemblée consultative lituanienne composée de 20 membres qui devait préparer l'indépendance de la Lituanie vis-à-vis de la Russie. Le but pour le Reich allemand lors de l'institution de cette assemblée n'était pas gratuit. Il était alors de faire de la Lituanie un État client sous influence allemande, mais de l'autre côté, le Conseil de Lituanie ne l'entendait pas ainsi. Et le 16 février 1918, il publia une loi déclarant l'indépendance de la Lituanie vis-à-vis de la Russie, mais aussi de l'Allemagne et de tout autre pays qui avait un lien avec la Lituanie. Évidemment, cette déclaration n'enchanta guère les autorités allemandes, qui ne prirent pas en compte cette loi et firent saisir les journaux dans lesquels cette déclaration a été proclamée. D'emblée, cela posa un problème. Comment faire parvenir la déclaration d'indépendance à la presse pour prévenir l'opinion mondiale de la nouvelle donne politique de la Lituanie? Jadwiga Khodakauskaitė, une jeune journaliste qui dirigeait jusqu'en 1917 le journal indépendantiste lituanien de langue allemande Das Neue Lituan et membre du cercle formé par le futur président lituanien Antanas Smetona, affirma que le Conseil de Lituanie lui avait demandé son aide pour charger Oskar Wörle de faire parvenir la déclaration d'indépendance à la presse, étant donné que le Conseil était au courant de ses affinités avec leur pays. Mais étant donné que les membres du Conseil étaient très probablement surveillés par les Allemands, ils chargèrent Jadwiga de cette mission. Elle donna rendez-vous à Wörle dans les locaux de l'Association des chercheurs lituaniens, rendez-vous qui devait être secret, et lui remit le texte de la déclaration d'indépendance. Le lendemain, Wörle l'informa que sa mission fut effectuée avec succès. Il est probable que la présence à Vilnius même de Paul Fechter avait dû aider, étant donné que ce dernier avait travaillé avant la guerre au Vossische Zeitung et que c'est ce journal qui relaya en premier la nouvelle de la déclaration d'indépendance de la Lituanie le 18 février 1918, avant que les autres journaux allemands ne reprennent la nouvelle. Si sur le moment cette déclaration d'indépendance unilatérale de la Lituanie ne fut pas suivie d'effet, étant donné qu'elle devint un État souverain en tant que royaume de Lituanie sous influence allemande, la date du 16 février reste aujourd'hui encore une fête nationale de la Lituanie. Ce n'est en effet que le 2 novembre 1918 que le Conseil de Lituanie proclama la République lituanienne. À cette date, le contrôle exercé par l'armée allemande s'effaça progressivement et le Reich allemand entra dans une phase de troubles révolutionnaires suite à la mutinerie des marins de la base navale de Kiel qui s'était étendue progressivement à toute l'Allemagne. La fièvre révolutionnaire se propagea à tous les soldats qui s'organisèrent en conseil de soldats, dont celui de la 10e Armée, proclamé à Minsk le 11 novembre 1918 et qui plaça Oskar Wörle à la tête du journal à la place de son supérieur Hans Urbach. Wörle dirigea le journal jusqu'à la parution de son dernier numéro daté du 31 décembre 1918. Du fait de toutes ses actions en Lituanie, Oskar Wörle fut fait citoyen d'honneur du nouvel État, même s'il ne remit plus jamais les pieds en Lituanie. Il retournit en Alsace début 1919, mais sa propre situation de fils d'un père allemand et de déserteur de la Légion étrangère rend son accession à la nationalité française très improbable. On ne sait pas s'il a entamé des démarches en ce sens, toujours est-il qu'il retourna à Stuttgart alors que l'Allemagne était encore en pleine guerre civile, et il participa au conseil d'ouvriers et de soldats de Stuttgart, intégrant l'imprimerie Spartacus. Par la suite, il quittera Stuttgart pour reprendre une librairie à Schiltach, en Forêt-Noire, mais il n'y resta pas longtemps. En 1920, il quitta la ville pour s'installer à Konstanz, sur les bords du lac de Constance, pour ouvrir une librairie d'art et 2 maisons d'édition, la Oskar Wörle Verlag et la See Verlag. C'est également ici que s'arrête la première partie de la vidéo consacrée à Oskar Wörle. La vie particulièrement dense de cet écrivain haut en couleur, qui déteste se laisser faire, aurait été trop difficile à résumer en une seule vidéo, sans passer certains détails trop importants pour ne pas être soulignés. Du coup, je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie. Salut Pissom, bis gleich. Wo wartest du? Hier? Auf Kämpfe? Gibt es nicht Straßen, die weiterführen zu besseren Ringen? Zu besseren Siegen? Ist das überhaupt ein Kampfplatz hier? Für wen? Und für welche Zwecke? Was hat diese Welt des Blutes und des stinkenden Abenteuer mit deinem eigenen Leben zu tun? Hast du dich als Mordmaschine verkauft? Musst du verlaufen oder willst du?
Und ich sah meine Heimat vor mir liegen. Und ich sah Deutschland und die ganze weite Welt mit ihren Städten der Arbeit und vielfachen Tätigkeiten. Sah die kräftigen, gesunden Menschen, die wirkten und Sonntage kannten und Festtagkleider, die Frauen und Kinder hatten. Liebe streuten, Liebe nahmen, sich Tage aufbauten, die Zufriedenheit bargen. Alles schien mir gut und schön, an alles Schufte und Schlechten dachte ich nicht. Und ich sah, wie der Strom jenes Lebens darin rauchte, in stolze, freie Meer und nicht in der Öde und in der Vertrocknung verlief. Und ich verglich mein einiges Elend damit, weinte und schwor, ein Mensch zu werden.